Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Le Congo fête ce vendredi les 54 ans de l'accession à son indépendance. L'occasion pour nous de faire le point sur les avancées sociales et démocratiques de ce pays d'Afrique centrale. Autre commémoration en France, cette fois-ci, la Provence commémore ce vendredi le 70e anniversaire du débarquement du 15 août 1944. Pour nous parler de l'apport de l'Afrique dans la libération de la France, nous recevons le chercheur et écrivain camerounais Samuel Bajoum. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Tchad. Une centaine d'agents des institutions financières ont reçu une formation en ce sens ce mercredi dans la capitale, Djamena. Le Congo s'apprête à fêter les 54 ans de l'accession à l'indépendance. La célébration aura lieu dans une atmosphère politique tendue entre l'attente des élections locales et les débats autour de la réforme de la loi fondamentale. Jean-Célestin Djanguet et Charles de Jouvenel. 15 août 1960, 15 août 2014. Il y a 54 ans, le Congo accédait à l'indépendance sous la houlette du père Fulbert Yulu. Depuis, le pays a connu plusieurs coups d'État avant de se stabiliser avec le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997 suite à un ultime coup de force. Une stabilité qui a bénéficié à l'économie dont la croissance est passée de 3,4% en 2013 à 5% en 2014. Mais avec la prochaine élection présidentielle prévue en 2016, le débat semble se cristalliser sur la modification de la loi fondamentale. L'opposition, réunie au sein de l'UPADS, multiplie les manifestations à cet effet. L'UPADS s'oppose à la révision ou au changement de la Constitution parce que rien aujourd'hui ne justifie, surtout le changement de la Constitution. Rien ne le justifie. Si nous allons pour un changement, parce qu'il faut prendre en compte les évolutions de la société, le type de régime dans lequel nous devons vivre, oui, mais le débat est serein. Mais si le débat c'est pour que le président de la République, qui est à la fin de son second et dernier mandat, et ça nous disons, si c'est pour cette raison, on ne doit pas changer de constitution. Pour sa part, la majorité présidentielle dirigée par le Parti congolais des travailleurs, le PCT, se défend d'envisager dès à présent une quelconque retouche de la Constitution. Pour certains observateurs, cette question est un peu prématurée. Il y a cette distraction qui consiste justement à mettre en avant la question de la révision constitutionnelle en rapport avec le mandat présidentiel qui occupe tous les esprits au lieu de se préoccuper justement de ce qui est essentiel, c'est-à-dire ces élections départementales, ces élections locales. Lors de la précédente élection, en 2009, tous les candidats s'étaient, quoique pour des raisons très diverses, prononcés pour une modification de la Constitution en vigueur qui, entre autres dispositions, interdit au président sortant de briguer un troisième mandat. Reste à connaître l'avis du président Denis Sassou Nguesso, qui pour l'instant ne s'est pas prononcé sur cette question. Preuve que, 54 ans après son accession à l'indépendance, le Congo cherche encore à affermir les bases de sa démocratie. En Côte d'Ivoire, l'élection du président du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains, se prépare. Le dépôt des dossiers de candidature s'ouvre ce mercredi 20 août et se clôture 5 jours plus tard. Le lancement de la campagne officielle débutera le 4 septembre prochain et durera 15 jours. Le candidat au poste de président national du RJR doit satisfaire cette condition. Il doit entre autres être âgé de moins de 35 ans, être investi par une section du RDR, une délégation régionale du RJR ou un bureau communal et s'acquitter d'un droit de participation de 50 000 francs CFA. La France commémore ce vendredi le 70e débarquement du Provence. Souvenez-vous, le 15 août 1944, au petit matin, les troupes alliées lancent un deuxième débarquement 2 mois après celui de Normandie. Avec pour nom de code Dragoon, il a pour objectif de conquérir les ports de Toulon et de Marseille avant de remonter le long du Rhône et de faire la jonction avec la Normandie. Cet événement, c'est l'occasion de rappeler le rôle essentiel joué par les troupes africaines dans la libération de la France. On écoute à ce sujet Jonathan Doutoum, politologue. Les Africains ont eu un apport sérieux dans la libération de la France à partir du moment où ils ont pris part, au même titre que les soldats français, aux opérations de guerre qui ont eu lieu au cours de ce conflit mondial, notamment dans les champs de bataille français contre l'Allemagne. Et du coup, je pense que les Africains qui ont servi de chair à canon ont quand même versé de leur sang, au même titre que les Français de souche, pour que la France soit libérée. Et à partir du moment où il y a eu de fortes
des contingents assez élevés en provenance d'Afrique, on peut donc penser que ça a été un apport considérable. Samuel Bajoum, bonjour, vous êtes chercheur et journaliste camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous avez publié un essai intitulé « Les combattants africains dits tirailleurs sénégalais au secours de la France de 1857 à 1945 aux éditions Rive-Neuve à Paris ». Tout d'abord, pourquoi avoir choisi ces deux dates? Ces deux dates parce que 1857, c'est la création officielle du corps des tirailleurs sénégalais. Et puis 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre. Mais j'ai limité ça dans le temps pour une raison très simple. Le titre même du livre est là. C'est pour montrer comment l'Afrique est venue au secours de la France dans cette période-là, notamment pour créer l'Empire français d'Afrique, et ensuite pour participer aux différentes guerres. D'abord la Première Guerre mondiale, et ensuite la pacification entre guillemets du Maroc, puis après jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tirailleurs sénégalais, c'est un titre générique. C'était un titre générique parce que les premiers éléments étaient sénégalais. Et puis quand les autres sont arrivés, les tirailleurs Aoussa, Gabonais, Dahomey et tout, on a préféré garder le titre générique. Et d'ailleurs, même les originaires des autres colonies, des autres territoires, n'étaient pas offusqués, bien au contraire, puisque eux-mêmes se disaient, nous les Sénégalais. Donc, il n'y avait pas de controverse à ce sujet. Qu'espérez-vous démontrer à travers cet essai? Mais, ce que la France nous doit, qu'elle ne veut pas reconnaître. Parce que la France nous a appelés à l'aide, on est venu, les fils d'Afrique ont payé le prix du sang au secours de la France, mais la France a fait un devoir d'ingratitude en ne leur payant pas les promesses, en ne tenant pas les promesses qu'on leur avait faites, notamment de dire que si vous venez nous vous battre pour la France, vous allez obtenir la citoyenneté française. Ça n'a pas été respecté, aussi bien après la Première Guerre que après la Deuxième Guerre, parce qu'après la Deuxième Guerre, je connais des ressortissants de ce qu'on appelait les Français libres, qui avaient rejoint De Gaulle, qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas été reconnus comme français, notamment leurs enfants. Alors, il y a la nationalité française, mais il y a d'autres points aussi litigieux. Il y a d'autres points. Il y a les pensions qui n'ont pas été à la hauteur. Il y a eu beaucoup d'injustices. Je prends un exemple précis et qui est symbolique de l'ingratitude de la France. L'adjudant Bourema Diémé, qui a été le sous-officier le plus haut dans la Légion d'honneur, qui, après avoir combattu pendant la Deuxième Guerre et en Indochine, est allé au Sénégal, rejoint l'armée sénégalaise. Mais quand il est revenu s'installer ici en France, à Sarcelles, pendant des années, il touchait une pension de 330 €. Et il lui a fallu se battre pendant des années pour obtenir la nationalité française. Et sa femme, vietnamienne, qui est morte un an après lui en 90, il est mort en 99, sa femme est morte un an après. Cette femme n'a jamais eu la nationalité française. Mais Samuel Bajoum, ce ne sont pas des problématiques nouvelles finalement. Qu'est-ce que vous apportez-vous de neuf dans cet ouvrage? Alors, ce que j'apporte de neuf, c'est qu'il y a cette page ignorée, il y a cette partie ignorée. C'est-à-dire qu'on n'a pas enseigné cette histoire dans les écoles françaises. Aujourd'hui, il y a d'éminents politiciens français qui ne savent même pas qu'à un moment donné, l'Afrique est venue se battre pour la France, que des fils d'Afrique ont donné leur sang pour la France. Si aujourd'hui, Mme Le Pen parle des jeunes Français d'origine d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, en disant des Français issus de l'immigration, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais ces enfants sont des descendants et de combattants qui ont donné leur vie pour la France. Samuel Bajoum, votre ouvrage a reçu un label. Oui. Espérez-vous que cet essai finalement rentre dans les classes françaises aujourd'hui en enseignement dès le plus jeune âge? Mais écoutez, moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait parce que s'il a obtenu le label de centenaire, ça veut dire qu'il est reconnu comme ouvrage de référence. J'aimerais bien que les autorités françaises, à partir de là, enseignent cette histoire dans les écoles françaises pour que les jeunes... Mais c'est valable aussi pour l'Afrique. Parce que même nous, en Afrique, il y a beaucoup de pays où cette histoire n'est pas connue. Donc, moi, mon souhait serait que, de part et d'autre, qu'on enseigne cette histoire pour que ça calme un peu, que ça ramène un peu la paix dans les esprits. Parce que les relations entre la France et l'Afrique sont exécrables. Plus de paix, donc. Samuel Bajoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous avez écrit un essai intitulé « Les combattants africains, dits tirailleurs sénégalais au secours de la France de 1857 à 1945 aux éditions Rive-Neuve. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie.
Quelle stratégie adopter pour une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme? Les autorités tchadiennes essayent d'apporter une solution durable à cette problématique. Elles ont décidé d'associer à ce combat les banques, les établissements microfinance ou encore les bureaux de change. Plus d'une centaine d'agents de ces institutions financières étaient en formation ce mercredi dans la capitale N'Djamena. Voyez ce reportage, notre correspondant au Tchad, Daniel Boki. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'intensifie au Tchad. Après l'opération dénommée Cobra en 2012 contre le blanchiment de capitaux, des initiatives se multiplient pour lutter efficacement contre ce fléau. Mercredi, plus d'une centaine d'agents venus des différentes institutions financières du pays ont bénéficié d'une formation sur leurs obligations afin de faire face à ce fléau. Objectif, parvenir à mieux sécuriser les circuits financiers du pays. Nous savons que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie de l'activité des banques. Donc les banques doivent prendre à bras le corps cette lutte-là pour réduire au minimum cette activité, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fausses monnaies, il y a beaucoup de l'argent sale, comme on le dit dans le jargon, qui traîne dans la ville, et il faut limiter au maximum cette activité-là. Désormais, ces agents seront en étroite collaboration avec l'Agence nationale d'investigation financière. Ils devront fournir à cette dernière toutes les informations de soupçons sur des opérations, des sommes ou tout autre bien qui pourrait provenir d'un crime ou d'un délit. Ça va nous permettre de modifier aussi nos procédures et de l'adapter aussi aux nouveaux textes de loi, notamment celui de 2012, l'arrêté de 2012 qui vient d'être donc édicté au Tchad. Et donc ça va nous permettre vraiment de former notre personnel et d'empêcher toute dérive au niveau donc de la banque. Ceux qui n'étaient pas bien outillés, sans se rendre compte, ils contribuent à ce financement de terrorisme ou de blanchiment des capitaux. Or, comme nous sommes déjà outillés dans ces domaines, nous allons dire que désormais dans ces pays de Toumaï, le risque doit être zéro. Le blanchiment d'argent est un acte qui consiste à dissimuler des fonds de provenance illicite en les réinvestissant dans d'autres activités. Le gouvernement tchadien a fait de la lutte contre ce fléau une de ses priorités. Son engagement a permis de récupérer en 2012 plus de 25 milliards de francs CFA. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.